Et maintenant, Calvet, hein, qui lui s'intéresse aux villes françaises, à la linguistique urbaine française, donc lui, il sémiotise cette idée d'interstice. Hein. Donc, pour lui, une culture interstitielle est une culture, notamment une culture jeune, hein, qui émerge dans le contact entre différents attracteurs référentiels symboliques, hein, notamment dominant versus subalterne, conjointement avec des variétés linguistiques interstitielles, comme c'est le cas du langage jeune-cité, comme nous venons d'avoir tout à l'heure un exposé qui relève de cette variété. Donc maintenant, vu l'unité que représente ce troisième langue-espace émergent chez Medeb, le third space de Homi Bhabha, se présente sous forme de variété interstitielle selon Calvet et devient ainsi un objet d'étude de la linguistique urbaine. Hein? Donc, si nous lisons des romans de Medeb, il est difficile de repérer vraiment une variété émergente. Il est difficile de repérer un intellect, donc une variété qui émerge entre deux pôles en contact. Ce n'est pas vraiment ça. Hein. Nous avons plus une sorte de code switching. Hein. Nous avons certainement des éléments de mixage, code mixing, mais il y a plus switching. Mais Chamoiseau, Patrick Chamoiseau, justement, pour lui, l'intellect, c'est ce qui relève du switching. Hein, donc là, il y a un certain vague terminologique. Là, je suis bien d'accord. Mais pour l'intérêt de ce phénomène, j'aimerais bien garder le terme intellect. Intellect qui relève justement de l'interstice. Bon, alors maintenant, ce qui s'impose plus particulièrement dans le roman Fantasia, que je vais tout à l'heure faire circuler, ce qui est particulièrement saillant, c'est le nombre extrêmement élevé d'éléments alloglottes. Hein, non seulement empruntés en langues européennes, comme l'italien, l'allemand, mais il y a aussi des éléments arabes, hébreux et chinois, hein, et qui apparaissent dans les graphies originales. Vous avez donc du coup des éléments éparpillés dans le texte, en arabe, en écriture arabe, en hébreu également, puis aussi en chinois, hein, et même, hein, et ça c'est très spécial, en sumer. Hein. Ça, c'est assez frappant quand vous lisez le roman, du coup vous tombez sur quelque chose comme ceci. Je vais le faire circuler, parce qu'il faut vraiment l'avoir vu. Puis, il y a aussi d'autres symboles qui sont disséminés dans le texte. Vous avez yin-yang et homme et d'autres encore. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bon, il est professeur de littérature comparée. Est-ce qu'il veut seulement étaler son savoir? Ça, c'est évidemment une question qui se pose aux lecteurs qui ne partagent pas ce même savoir. Est-ce qu'il faut partager ce même savoir pour lire et apprécier le roman? Pas forcément, pour différentes raisons. Premièrement, il donne normalement les traductions du français de ces citations d'autres langues. Mais est-ce qu'on peut être certain que ces traductions sont fiables? N'est-ce pas? Vous connaissez tous le bon mot italien, traduttore, traditore.
n'est-ce pas? Donc, ça c'est une question qui se pose. Moi, je ne pense pas qu'il s'agit vraiment ici du sens littéral de ces éléments empruntés à d'autres langues. Ce qui est justement beaucoup plus intéressant, c'est que le sens échappe volontairement. Hein? Donc, la fonction sémiotique de premier plan est précisément l'évanouissement du sens. Donc, le texte est le voyage de l'inconnu vers l'inconnu, dans l'inconnu, ou plus précisément au milieu de l'océan d'inconnus divers et variables, d'inconnus qui s'ouvrent à la sémiosis principalement inachevée et en perpétuelle migration. Donc cette technique s'apparente à toutes sortes de digressions, donc qui font de surcroît l'objet de la thématisation réflexive dans l'écriture même. Donc il fait toutes sortes de digressions, puis il prend, il part de sa propre technique digressive. Hein? Donc tout cela, ça se donne à reconnaître comme une composante de l'ensemble de stratégies d'une poétique volontairement nomade, volontairement erratique, d'une errance qui reflète la condition migratoire postcoloniale. Une autre technique qui s'intègre dans ce tableau, sans le compléter, est une syntaxe réduite, pas tout le temps, mais à certains paragraphes, par exemple. Il y a l'omission quasiment généralisée du pronom sujet. Je vais vous lire un petit extrait. Talismano. Voilà, le silence n'est pas... pardon. Non, tu n'as rien à m'apprendre. Me déculotte depuis l'âge de 12 ans et pas ma... Me déculotte depuis l'âge de 12 ans et pas ma vue en 16 ans et connu la jouissance extrême, la virilité à gagner pouvoir, à emporter béate, insouciante, à idéaliser des corps cravachants en leur poussée de hautes bêtises et connu les échanges, les cris, les nudités, etc. Donc à chaque fois, ce qui est omis, c'est le pronom sujet, et ainsi de suite. Donc, on pourrait voir ça, en l'occurrence, comme une stylisation d'une interférence de l'arabe. N'est-ce pas? L'arabe ne connaît pas, enfin en arabe, le pronom sujet n'est pas obligatoire. Donc, une stylisation d'interférence arabe, soit en terre d'origine, donc en colonie ou en post-colonie, soit en terre d'accueil, donc en milieu migratoire, en milieu de banlieue française. Bon, alors maintenant, la quintessence de tout cela, donc le tout est condensé dans une sorte d'éloge que j'aurais envie d'appeler le pan banlieue. Donc, l'expérience de l'errance et de l'exil, ainsi que la décentration nomadique de nos systèmes symboliques sont archétypiques, non seulement de la condition postcoloniale, mais plus généralement de la condition postmoderne. Donc, l'exil postmoderne, hein, dans l'urbanité ou dans le périurbain, devient le principe fondateur de la condition que nous vivons. Alors, la seule chose qui reste constant est la multiplicité dans l'hybride.
Et c'est pour ça que j'ai appelé donc, cette intervention « Nous sommes tous des banlieusards ». Merci.